je suis co-organisateur et initiateur des RML12. Donc RML12 pour Rencontre Monnaie Libre, en 12e édition. C'est un événement qui a lieu tous les 6 mois et qui est là pour entretenir et faire progresser une dynamique sur le développement des monnaies libres. Pour l'instant, en matière de monnaie libre, il existe la June, qui est la première monnaie libre qui a été lancée en 2017 et qui compte maintenant 1400 membres. Alors, qu'est-ce qu'une monnaie libre ? C'est avant tout une monnaie qui n'avantage ni ne désavantage personne, du coup qui met tout le monde à égalité. Et dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire qu'une génération ne sera pas avantagée par rapport à une autre. C'est ça ce qui me paraît être le plus fondamental au niveau monnaie libre. Après, il y a un certain nombre d'autres choses que je vous invite à venir découvrir durant les rencontres ou en ligne avec tous les contenus qui sont disponibles. Qu'est-ce qu'une monnaie libre ? En version simple, c'est une monnaie qui met tout le monde à égalité, et qui est conçue pour ça, donc qui ne va pas avantager une génération par rapport à une autre. C'est ce qui est appelé symétrie temporelle ici. Je vais y revenir un peu après. Qui met aussi tout le monde à égalité spatialement, c'est-à-dire qu'on habite à Genève, là où se passent les choix de création monétaire, ou au fin fond du Larzac, ou encore à l'autre bout de la planète. À terme, ça ne devrait rien changer. Sur les phases de lancement, on est encore loin parce qu'il y a l'implantation qui implante géographiquement sur un territoire donné. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une égalité entre tout le monde. Et du coup, qu'on voit cette égalité d'un point de vue géographique ou d'un point de vue relationnel. En gros, si on travaille pour une banque ou si on est très très loin des organismes bancaires, en monnaie libre, ça ne devrait rien changer puisque ce n'est pas les banques qui ont création monétaire, c'est l'ensemble de la population qui utilise la monnaie libre qui est co-créatrice de cette monnaie. Du coup, je vais revenir un peu notamment sur l'aspect temporel, puisque c'est ce qui différencie par rapport à la plupart des systèmes de CEL. Les CEL ont un fonctionnement, système d'échanges locaux. Donc, quand des groupes humains décident d'utiliser une autre monnaie pour échanger entre eux, ils vont s'organiser, ils vont choisir un système. Et assez souvent, ces systèmes sont faits aussi avec une optique de mettre tout le monde à égalité, mais c'est une égalité à un instant donné. Et au moment où une monnaie démarre, s'il y a, mettons, 100 unités monétaires, parce qu'il y a 10 membres qui chacun s'allouent 10 unités monétaires, eh ben, ça donne le fait que chaque membre a 1/10 de l'ensemble de la monnaie. Si la monnaie prend de l'ampleur et qu'à chaque fois on alloue 10 unités monétaires aux arrivants, eh ben, le 100e membre, il n'aura pas 1/10 de la monnaie, il n'aura plus qu'1 centième de la monnaie. Ce qui du coup lui donne une capacité d'interaction qui est plus faible que les premiers, parce que les échanges, les accumulations qui auront été faits au début et qui auront défini un peu les rapports entre ce qu'ont les premiers, ce qu'ont les suivants, vont se reproduire parce qu'il n'y a pas de mécanisme qui les rééquilibre dans le temps. Au niveau du mécanisme de monnaie libre, la création monétaire est étalée dans le temps, progressivement, de façon à ce que, sur grosso modo une vie humaine, on ait dilué suffisamment la création monétaire des générations précédentes pour que ce soit toujours ceux qui sont vivants à un instant donné qui soient en mesure d'utiliser la monnaie, d'avoir le même rapport à la monnaie que les générations précédentes.
En m'écoutant, j'ai l'impression de ne pas forcément être clair. Du coup, je vais mettre de la place pour les questions assez rapidement et passer en mode plus interactif. Un dernier point, du coup, avant de passer sur la partie questions. Il y a la notion de créer un invariant monétaire et économique. En l'occurrence, hier a été voté à Paris, alors je ne sais pas quelle est l'issue du vote, mais a été voté à Paris le fait de changer le référentiel pour le kilo, parce que pour beaucoup d'unités de mesure, on vérifie que l'unité de mesure est bien constante, qu'elle est utilisable pour mesurer et que tout le monde, s'il l'utilise, va avoir le même résultat de mesure pour mesurer la même chose. Il y a juste en économie où, semble-t-il, personne ou pas grand monde s'en préoccupe. Et du coup, la théorie relative de la monnaie sur laquelle se base le principe de monnaie libre s'est posé la question et s'est rendu compte que d'une génération à l'autre, d'un pays à l'autre, le rapport à la monnaie est très différent et que du coup, comparer des échanges économiques entre individus, entre époques, entre pays, c'est pas facile du tout en utilisant la monnaie. Donc il manquait une notion, la notion d'unité de mesure qui soit invariante. Et cette notion-là, si on doit l'exprimer en euros, ça pourrait être compté en RSA plutôt qu'en euros, en considérant que le RSA est quelque chose qui est révisé progressivement pour toujours permettre d'assurer à peu près la même chose aux gens qui l'ont. Et du coup d'assurer un rapport à l'argent à peu près égal. En pratique, le RSA est loin de fournir cette stabilité-là, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus dans les notions que à peu près tout le monde connaît. En monnaie libre, ce qui sert d'invariant économique, c'est le DU, donc c'est la part de création monétaire que chacun des membres ont quotidiennement. Et l'idée, c'est que justement, cette part de création monétaire, d'une génération sur l'autre, elle permet d'avoir le même rapport à la monnaie et aux échanges avec les gens. Et je vais arrêter de dire des choses sans savoir si mon public me comprend et je vais vous passer la parole et réagir en fonction des questions que vous avez. Alors, effectivement, il y a un mécanisme de fonte qui est, dans le cas de la June, donc la première monnaie libre, de à peu près 10% par an. Je crois que c'est 9,8 ou quelque chose comme ça. Donc, cette fonte correspond en fait à la création monétaire qui est faite chaque année. Ça va effectivement faire un mécanisme d'inflation, sauf que c'est, au lieu d'être une inflation comme on la connaît dans les monnaies habituelles, où un pouvoir choisit de créer de la monnaie, donc se donne du pouvoir monétaire aux dépens de tout le reste de la population qui a la monnaie qu'elle a en stock, et cette monnaie perd de la valeur du fait justement que proportionnellement la monnaie est créée à un endroit. Là en l'occurrence, vu que la création monétaire est répartie sur toute la population à part égale, ce mécanisme d'inflation va se faire à l'avantage de toute la population et au détriment de ceux qui ont accumulé le plus. Puisque ça va fondre de la même proportion pour tout le monde, mais c'est la même quantité qui va être apportée à chacun. Ça veut dire qu'il y a une récréation monétaire de 10% tous les ans ? C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça le mécanisme qui assure justement cette symétrie temporelle, le fait que d'une génération sur l'autre, on reste sur le même rapport à l'argent. Parce que justement, ce 10% fait qu'en 80 ans, donc à peu de choses près en moyenne de la naissance à la mort, la monnaie qu'il y avait il y a 80 ans ne correspond plus qu'à 1% de la monnaie 80 ans plus tard. Donc on a dilué ce qui s'est passé il y a 80 ans économiquement de 99%. Donc ça laisse de la place aux vivants. Est-ce que le système de monnaie libre, donc en l'occurrence dans le cas présent la June, est censé remplacer, donc qu'on supprime la monnaie existante
pour mettre ça à la place, sachant que le fait de supprimer la monnaie, notamment la monnaie papier ou pièce, enlève une liberté d'usage et de circulation de la monnaie et donne du coup beaucoup plus de pouvoir de contrôle et de surveillance à ceux qui contrôlent la monnaie, donc généralement à l'État, au gouvernement. Et notamment avec le cas chinois où ils sont en train de faire ça, et où du coup ça donne encore plus de pouvoir et d'emprise au gouvernement chinois. J'ai à peu près bien reformulé? Oui. Ok. Du coup, déjà moi je suis juste un citoyen qui n'a pas plus de pouvoir que d'autres, je ne suis pas élu, donc je ne risque pas de pouvoir changer une monnaie existante utilisée par des dizaines, centaines de millions de personnes de mon propre chef. Je peux juste proposer une monnaie autre que ceux qui le souhaitent peuvent choisir d'adopter. Du coup, est-ce que ça remplacera l'euro un jour ou d'autres monnaies? J'en sais fichtrement rien. Si ça arrive un jour, c'est probablement pas demain, c'est probablement dans longtemps, et je ne sais pas du tout si ça arrivera concrètement. Ça dépendra de si les gens se mettent à utiliser une monnaie libre tellement au quotidien qu'ils n'ont plus l'usage d'en utiliser une autre, et qu'ils sont arrivés à amener un rapport de force qui fait qu'on ne leur impose pas d'en utiliser une autre. À partir du moment où c'est le cas, peut-être que ça pourra remplacer un jour, mais pour l'instant, c'est en tout cas pas du tout l'optique. Pour l'instant, c'est les monnaies existantes continuent d'exister, et on propose une alternative que ceux qui sont intéressés d'utiliser ceux qui sont intéressés d'utiliser cette alternative ont la possibilité de le faire. Parce que justement, elle est mise à leur disposition actuellement sous forme d'outils informatiques, et ça restera le cœur fonctionnel, au moins pour la June, parce que ça apporte une fluidité énorme, mais ce n'est pas pour autant un gouvernement qui contrôle le fonctionnement, c'est un système qui est décentralisé, donc en l'occurrence, ça va être différents... En gros, qui veut et qui est prêt à se former techniquement pour être capable de gérer un nœud, donc un des ordinateurs qui fait les contrôles des transactions, qui vérifie que le système fonctionne correctement. Qui veut va pouvoir faire tourner un nœud, et les autres vont pouvoir aussi. C'est un réseau d'individus, donc un collectif, qui va gérer ce fonctionnement-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas moyen de surveiller ce qui s'y passe, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de contrôler ce qui s'y passe. Parce qu'il n'y a pas un acteur, un pouvoir qui va pouvoir dire c'est ça qui doit s'y passer et j'interdis le reste, puisque techniquement, il n'y a pas un acteur qui a le pouvoir de changer le fonctionnement. S'il doit y avoir des changements fonctionnels, il faut que le collectif le choisisse. Actuellement, ce qui permet de définir ce collectif, c'est ceux qui font tourner les différents nœuds. Actuellement, il y en a 35 à peu près pour 1400 membres. Donc ça fait quand même une certaine concentration de pouvoir. Mais, en France, il y a peut-être un nœud ou deux en Belgique, mais la June est essentiellement française. Du coup, voilà à peu près quelle est la gouvernance en place au niveau de cette monnaie libre. Sur ce qui est monnaie numérique, monnaie papier, pour l'instant, on a, à l'occasion de l'événement, ce qu'on appelle des tickets June. Ce n'est pas proprement parler des Junes, c'est des bons pour des Junes, mais qui vont permettre de faciliter la circulation durant l'événement des Junes. Et il y a au moins un projet de J'ai un billet, et il y aura probablement d'autres propositions du même ordre, pour faire des billets papier s'appuyant sur la June plutôt que sur des monnaies étatiques. En l'occurrence, l'idée est clairement que ce soit les citoyens qui aient le pouvoir sur la monnaie plutôt qu'un pouvoir central qui ait le pouvoir sur les citoyens. Justement, l'objectif est d'arriver à changer cet équilibre de pouvoir, enfin ce rapport de pouvoir qui actuellement est très déséquilibré. Alors,
donc on me pose la question du Bitcoin et des spéculations qui sont faites avec notamment. Donc la première chose, c'est de rappeler que le Bitcoin est une crypto-monnaie, donc une monnaie qui n'est effectivement pas contrôlée par un État. C'est aussi une monnaie qui est contrôlée par grosso modo une communauté, mais ce n'est pas une communauté d'humains, c'est une communauté de machines dans le cas du Bitcoin, puisque ce qui permet d'avoir du pouvoir au niveau du Bitcoin, c'est d'avoir de la puissance de calcul. Et du coup, cette puissance de calcul, c'est au niveau des machines. Alors certes, il y a des humains derrière les machines, sauf que les humains qui sont derrière ces machines, selon le pouvoir qu'on a d'investir dans beaucoup de machines, on va avoir plus ou moins de pouvoir au niveau du Bitcoin. Donc on reproduit les inégalités existantes au niveau des monnaies habituelles dans le Bitcoin en fonction de quand les gens s'y sont intéressés, puisqu'il y a un gros avantage aux premiers entrants, et des moyens financiers en euros, dollars ou autres qu'ils ont en étant capables de transférer ce pouvoir-là en Bitcoin en investissant dans des fermes de calcul gigantesques qui, par la même occasion, sont une consommation énergétique et donc de ressources, certes, pour une bonne part recyclables, renouvelables, mais qui sont quand même des ressources qui sont utilisées pour ça plutôt que pour autre chose, qui est colossale et qui est croissante. Donc, tout ça pour dire, le Bitcoin s'éloigne sur beaucoup de plans d'une monnaie libre. Il n'assure pas la symétrie temporelle, donc d'une génération sur l'autre, c'est absolument pas la même chose. Les premiers qui se sont intéressés avec un ordinateur de bureau pouvaient créer plusieurs bitcoins. Aujourd'hui, sans une ferme de calcul, on n'en crée pas une fraction. Donc ça a changé énormément le rapport. La courbe de création monétaire du bitcoin est conçue pour tendre vers zéro. Donc pour aller vers une masse finie de Bitcoin, ce qui du coup encourage beaucoup la spéculation, parce que la quantité étant finie, le fait d'en acheter, on se dit qu'il y a un phénomène de rareté qui est programmé, qui va du coup permettre éventuellement de le valoriser, de jouer en fait avec quelque chose qui n'est pas une denrée périssable comme des aliments qui vont pourrir, qui n'est pas une monnaie fondante, qui est une réserve de valeur qui est conçue comme étant juste une réserve de valeur. Du coup, pour spéculer, c'est extrêmement pratique. Après, c'est assez fluctuant, comme on peut le constater avec le cours de Bitcoin, mais c'est vraiment conçu très très différemment d'une monnaie libre. Donc on me demande, j'ai parlé de 35 nœuds, grosso modo, est-ce que c'est des personnes derrière, est-ce que c'est des machines derrière, comment ça marche, est-ce que c'est de la blockchain? Alors techniquement c'est un système de blockchain, donc une chaîne de blocs ou un peu plus en français, un journal de compte partagé, distribué entre plusieurs machines et ou personnes. Dans le cas de la June, la spécificité au niveau de ces 35, c'est que est-ce qu'il y a 35 machines, est-ce qu'il y a 200 machines? Je ne sais pas, et peu importe, ce n'est pas le nombre de nœuds qui compte, c'est le nombre de membres qui signent le fait que ce bloc a été écrit par eux. Et du coup, ça repose sur la toile de confiance et sur le nombre d'identités membres. Et c'est ça qui assure une gouvernance qui va être très différente c'est la puissance de calcul qui détermine le pouvoir. Là, en l'occurrence, c'est le nombre de personnes qui participent à ce fonctionnement monétaire. Mais qu'on écrive 200 blocs ou 2 blocs, ça ne change pas grand-chose du moment qu'on en écrit quand même suffisamment régulièrement pour rester dans ce qu'on appelle la fenêtre de calcul, donc en gros dans les n derniers blocs qui augmentent en fonction du nombre de participants. Donc plus il y a de participants, plus on peut participer rarement et rester dans la gouvernance. Voilà, c'est bon à peu près? Oui, donc okay. C'est vraiment en fait des acteurs identifiés, ciblés, connus, qui ont en gros une charte June signée,
qui derrière vont... En gros, c'est ça. Plus j'ai de la puissance de calcul, plus je vais pouvoir prendre du pouvoir là-dessus. Tout à fait. C'est vraiment les membres qui ont le bagage technique pour s'investir dedans qui constituent la gouvernance. Donc c'est auprès de ceux qui... soit auprès de ceux qui font déjà tourner des nœuds qu'il faut s'adresser si vous voulez qu'il y ait des changements, soit se former personnellement pour être capable d'en faire tourner un soi-même. Il n'y a pas de rémunération au minage par création monétaire. Il y a un service de don qui, tant qu'il est alimenté, répartit sur les personnes qui écrivent des blocs. Donc si les gens font des dons, ça donne une gratification au minage ou une compensation pour l'énergie correspondante, sachant que l'algo est conçu pour limiter la consommation énergétique. Il est loin d'être parfait sur le terrain, sur le sujet, mais il est déjà bien meilleur que des systèmes comme Bitcoin qui sont au contraire basés sur la puissance de calcul pour assurer leur sécurité. Alors, ce qu'on appelle minage, c'est le fait de faire des calculs pour assurer la cohérence et la validité d'un bloc. C'est notamment une preuve de travail, prouver que la machine a fait un certain nombre de calculs et que du coup, elle n'a pas pu faire ça instantanément et du coup, écrire 200 pages de registre de compte sans que personne ait pu vérifier. Il faut qu'il y ait un temps et du coup, ça laisse le temps aux autres de vérifier et d'écrire les pages suivantes éventuellement, ou la page suivante, et du coup d'éviter que ce soit toujours le même qui écrive les pages. Donc c'est ce qui permet d'avoir un contrôle distribué entre tous les acteurs, plutôt que d'avoir une personne qui peut prendre le pouvoir. Qui contrôle la toile de confiance si j'identifie un double compte, donc quelqu'un qui a 2 comptes membres, à qui je le signale pour que ce soit pris en compte et éviter que ça puisse perdurer. Alors, actuellement, il y a un endroit où il y a pas mal d'échanges dessus, qui est un endroit qui n'est pas décentralisé, qui est le forum d'Unitaire, et éventuellement un deuxième qui est le forum Monnaie Libre, qui sont les endroits où, à ma connaissance, il y a le plus d'échanges sur le sujet. Sinon, si les certificateurs du concerné, si vous avez un moyen de contact des certificateurs du concerné, vous pouvez directement les contacter. Cesium fournit un moyen pour ça, mais ce n'est pas un moyen que tout le monde utilise. Donc, vous pouvez tenter d'envoyer un message au certificateur via Cesium. S'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il faut trouver d'autres moyens de les contacter. Donc, peut-être avant de continuer sur ces questions, j'explique un peu plus le fonctionnement de la toile de confiance. Pour devenir membre et donc co-créateur de la monnaie, pour rejoindre ce système de monnaie libre, on peut juste l'utiliser en créant un compte portefeuille et en proposant des biens et services, mais on peut aussi devenir co-créateur de monnaie. C'est ce qui permet de mettre tout le monde à égalité, c'est de devenir membre. Et ça nécessite d'être certifié par des membres existants. Donc il faut 5 certifications par des membres existants pour devenir membre à son tour. Et du coup, une fois qu'on est membre, on peut à son tour certifier. Ce mécanisme de toile de confiance permet d'avoir quelque chose qui, là encore, essaie de ne pas stigmatiser, par exemple, les sans-papiers par rapport à ceux qui ont des papiers en règle sur le fait de pouvoir accéder à la monnaie, évite d'avoir un État qui peut émettre des papiers d'identité à loisir pour pouvoir se donner un avantage par rapport à sa population. Bref, ça permet d'avoir vraiment un système qui est contrôlé par sa population. Donc ça demande aussi la vigilance de la population pour éviter que certains puissent créer 15 comptes sans que personne ne dise « il y a un problème ». Mais c'est la population qui a la main pour gérer la toile de confiance et la confiance qu'il y a dans cette toile, justement, en la gérant correctement. Et du coup, pour devenir membre, il faut recevoir 5 certifications. Et ces certifications, donc la question était, est-ce qu'on peut les révoquer? Non, par contre, elles périment toutes seules au bout de 2 ans. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les révoquer? Notamment pour éviter que sur un bad buzz, un coup de mauvaise publicité,
quelqu'un se retrouve à être excommunié, éjecté, bref, mis dehors. Et du coup, pour éviter d'être dans l'insécurité, de perdre sa part de création monétaire du jour au lendemain, de perdre ses droits dans le système monétaire du jour au lendemain. Le fait qu'on ne puisse pas révoquer permet d'avoir une inertie du temps de péremption des certifications avant que, si quelque chose s'est mal passé, donc si par exemple quelqu'un a créé 2 comptes membres, donc créé 2 fois plus de monnaie qu'il est censé créer, il y a 2 ans pour que la communauté puisse décider de ce qui va en être et de comment on va gérer la situation, pour éviter que ce problème perdure, mais aussi pour que la personne puisse expliquer et faire en sorte que en rentrant dans les règles et éventuellement en redistribuant la part de création monétaire à la communauté, enfin la part excédentaire de création monétaire à la communauté, l'incident soit clos, plutôt que de se retrouver paria à vie ou autre. Voilà, donc voilà pourquoi est-ce qu'on ne peut pas annuler une certification qu'on a fait. Et pourquoi est-ce qu'elle périme? Pour ça, et aussi pour que les morts ne restent pas membres, pour que ce soit vraiment les vivants qui aient la main sur la monnaie. Est-ce que c'est possible qu'apparaisse de la spéculation en June et de pouvoir faire du change avec d'autres monnaies, qu'un cours apparaisse? Donc, techniquement, c'est possible de spéculer sur tout et n'importe quoi. Donc, oui, c'est possible de spéculer aussi sur la June. Le fait qu'elle soit fondante fait que c'est un bien moins bon candidat pour spéculer que du Bitcoin, parce que le Bitcoin est vraiment conçu comme étant une réserve de valeur, là où la June, ça périme moins vite que des tomates, mais il y a quand même 10% de fonte par an, donc c'est un moins bon candidat pour spéculer, parce que la valeur baisse avec le temps, dans le sens que ce qu'on a est dilué dans ce qui est créé auprès de tout le monde. Donc c'est faisable de spéculer dessus, c'est juste un moins bon candidat que la plupart des crypto-monnaies existantes. Après, est-ce qu'un cours peut s'établir? Forcément, oui. Après, pour l'instant... Est-ce que vous avez connaissance de plateformes déjà qui justement, pour l'instant, non. En gros, pour l'instant, la communauté de membres, en tout cas, c'est à peu près 1400 personnes. La communauté de développeurs qui travaillent dessus, c'est entre 10 et 20 personnes selon le degré d'investissement qu'on considère. Et parmi ceux-là, il y a des discussions sur est-ce qu'on facilite le fait qu'apparaisse une plateforme de change, donc est-ce qu'on fait le nécessaire pour qu'elle ait lieu, ou est-ce que pour l'instant on ne se presse pas là-dessus. Et c'est vraiment en débat. Il y en a qui se disent que ce serait quand même vachement pratique de pouvoir faire du change en euros pour pouvoir utiliser plus facilement la June dans les endroits où il n'y a pas beaucoup d'offres et de services, c'est-à-dire dans beaucoup d'endroits encore, mais pas partout, comme Pi va nous le dire. Il y a quand même pas mal de choses faisables en June, notamment autour de Toulouse, et en ayant l'état d'esprit qui permet de favoriser ça aussi. Mais je ne vais pas faire sa conf à sa place, je ne saurais pas le faire. Et il y en a d'autres qui disent plus tard, il y aura un taux stabilisé. Plus quand un taux apparaîtra, parce qu'il y a de l'échange fluide qui se fait, plus la June aura de la valeur, parce que tant qu'on peut utiliser la June, sa valeur d'usage est faible. Donc si sa valeur n'est définie que par la spéculation et que c'est une monnaie qui est fondante, sa valeur va probablement être faible parce que les gens ne vont pas donner beaucoup de valeur à quelque chose qui en perd. Alors que si sa valeur d'usage est importante au moment où des places de change s'établissent, à ce moment-là, c'est cool, c'est une monnaie qu'on peut utiliser pour se nourrir, pour un certain nombre de choses. Bref, qui a une valeur d'usage, qui a une valeur réelle au quotidien importante. Du coup, le taux qui s'établira sera plus élevé puisqu'il correspondra à ce qu'on peut faire avec effectivement.
ou il correspondra mieux en tout cas à ce qu'on peut faire avec avant. Ce qu'assure techniquement la monnaie comme gouvernance partagée, c'est que tant que sur ces 35, qui peuvent devenir plus s'il y en a plus qui nous rejoignent, sur ces 35, il faut qu'il y en ait 2 tiers qui soient d'accord pour faire un changement dans le fonctionnement monétaire, donc dans le fonctionnement du cœur monétaire, du cœur blockchain de la monnaie. Il faut qu'il y en ait 2 tiers qui soient d'accord pour qu'un changement soit pris en compte. Alors effectivement, si on voulait passer le nombre de certifications nécessaires pour devenir membre de 5 à 3 ou à 6, bref, si on voulait changer ce nombre-là, c'est quelque chose qui est inscrit dans les règles de fonctionnement monétaire. Donc pour changer ça, il faudrait 2 tiers de ceux qui font tourner les nœuds qui soient d'accord pour utiliser une version du logiciel qui a changé cette règle. Tant qu'il n'y en a pas 2 tiers qui utilisent cette version modifiée, ça reste la règle précédente qui reste en application. Quand tu écris un bloc, dès que le bloc est validé, grosso modo, tu vas être exclu pour 1 tiers du temps de l'écriture des blocs suivants. Du coup, parmi les 2 tiers qui ne sont pas exclus, il faut qu'il y en ait la majorité. Ça, c'est pour les décisions qui impliquent de changer des choses au niveau du cœur. Pour ce qui est des décisions, par exemple, d'établir une place de change, si le cœur est compatible avec le fait qu'on puisse faire du change de façon fiable, il suffit que quelqu'un mette l'énergie nécessaire pour que ça ait lieu, et ça aura lieu. Donc ça peut être une décision individuelle. De même que outiller en mettant des choses autour de ce cœur monétaire, si quelqu'un a envie de proposer un outil qui permet de valider automatiquement des paiements ou de faire du paiement récurrent, à partir du moment où c'est quelque chose qu'il est capable de coder en dialoguant avec l'existant mais sans modifier l'existant, il peut le faire en gros en reprenant le fonctionnement du logiciel libre. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. À partir du moment où tu es en capacité de le faire, c'est libre à ce niveau-là. C'est que si ce que tu veux faire change l'existant et que du coup tu as besoin que les autres soient d'accord avec, il faut que les gens soient d'accord au niveau du mécanisme de blockchain. Après, au niveau de ces changements, il y a, pour revenir donc aux 2 tiers, ces 2 tiers qui choisissent d'utiliser une version logicielle modifiée. Mais encore faut-il quelqu'un pour écrire cette version modifiée. Donc n'importe qui peut écrire cette version modifiée. Pour l'instant, des gens qui ont le savoir-faire pour modifier le logiciel de base, il n'y en a pas beaucoup. Je dirais, il y en a un qui est à l'aise sur toute la base de code, 2, 3 qui ont intervenu sur un certain nombre de parties. Du coup, il y a quelques personnes qui sont susceptibles de faire des changements dans la base de code actuelle. Il y en a une deuxième qui est en cours d'écriture, qui est censée être plus modulaire, mais qui n'est pas encore prête. Bref, la monnaie est encore jeune et ça se sent sur ces aspects-là. On a l'impression qu'il faut être informaticien pour utiliser la June. C'est pas totalement vrai, c'est pas totalement faux non plus, dans le sens ça facilite beaucoup d'avoir une bonne compréhension du fonctionnement technique, dans le sens que le cœur monétaire est géré au niveau informatique. Donc plus on comprend les mécanismes, plus on va être à l'aise avec ces mécanismes. Et étant donné que la monnaie est jeune, il n'y a pas encore beaucoup de travail de vulgarisation qui est fait. Il y en a quand même pas mal. Pi pourra probablement nous en parler. Mais c'en est encore là où ça en est. C'est-à-dire une monnaie qui a été lancée en mars 2017, donc il y a 1 an et demi, pas encore 2 ans d'existence. Il y a un certain nombre de choses qui devraient permettre de faciliter l'usage sans avoir besoin d'une fine compréhension des fonctionnements techniques. En attendant, la fine compréhension des mécanismes techniques permet de comprendre, exactement comme la fine compréhension des mécanismes du gouvernement actuel, permet de comprendre quels sont les flux de gouvernance, comment fonctionne
les prises de décision, et du coup, le pouvoir citoyen de s'impliquer dedans, dans la gouvernance, dans les choix qui sont faits, est vraiment lié à cette compréhension-là. Il y a 4 millions et des poussières de June. En l'occurrence, l'application Cesium, qui est l'outil le plus utilisé actuellement pour utiliser la June, a un certain nombre de statistiques qui sont consultables, notamment la masse monétaire totale, la masse moyenne par membre, le nombre de membres, la variation et l'évolution dans le temps de ça. Et vous avez plus bas les règles monétaires qui sont en version résumée ou en version détaillée si on clique sur les détails. Et donc ça, c'est accessible à tous. Vous pouvez télécharger l'application sur... Enfin, c'est accessible à tous dans le sens où tout le monde peut y accéder. Ce n'est pas forcément compréhensible pour l'ensemble des règles, mais la partie qui a en haut me paraît assez simple à comprendre. Si un grand nombre, mettons, si des Chinois, vu qu'ils sont très nombreux, se mettent à s'intéresser à la June et rejoignent en masse, et créent des nœuds en masse pour rejoindre la June et en prendre la main et pouvoir en changer les règles. Est-ce que ce n'est pas un risque pour le fonctionnement de la June? Alors, l'idée, c'est que ce soit la communauté de la June qui fait ce qu'est la June. Du coup, s'il y a effectivement des gens qui la rejoignent, ça paraît pertinent que, collectivement, ils aient la main dessus. Par contre, l'idée aussi, c'est qu'on ne soit pas insécurisé du jour au lendemain par une arrivée massive. S'ils créent juste des nœuds, si les nœuds ne sont pas associés à une identité membre, ces nœuds peuvent vérifier les calculs, mais ne peuvent pas écrire dans la blockchain. Donc en gros, c'est juste des nœuds qui vont vérifier ce qui se passe, mais qui ne vont pas être dans les nœuds calculants, donc dans les nœuds qui vont écrire les blocs suivants et du coup pouvoir décider des changements de règles. Pour décider des changements de règles, il faut que ce soit des nœuds membres, donc il faut qu'au préalable, ces gens aient rejoint la toile de confiance, donc ce soit fait certifier par au moins 5 membres existants. Ce qui, du coup, ne va pas arriver dans la seconde pour un grand nombre. Si on met une nouvelle version qui, du coup, change des règles, est-ce que ça va fourcher ou forquer, selon le terme que vous connaissez, ou si vous en connaissez aucun des deux? En gros, est-ce que, au lieu d'avoir un livre de compte commun, il va se mettre à y en avoir 2 et les gens vont devoir choisir entre une version et l'autre? L'idée, c'est que, pour l'instant, au niveau du fonctionnement, la sélection automatique va prendre la branche dominante. Donc, tant que la version alternative n'a pas atteint 2 tiers, elle ne va pas atteindre le fait d'être dominante. Donc, ça va rester être l'ancienne, qui va rester être celle qui est proposée automatiquement. Et à partir du moment où on atteint ces 2 tiers, la branche dominante va être la nouvelle, et du coup, ça va basculer sur l'autre. Le programme en ancienne version reste disponible au moins auprès de ceux qui l'ont déjà et qui du coup peuvent le partager à leur tour. C'est sous licence libre, donc c'est tout à fait faisable de le partager. Si l'énergie est mise dans une branche au niveau des développeurs et que la communauté préférerait rester sur l'autre, à partir du moment où les membres de la communauté qui font tourner les nœuds choisissent de rester sur une des versions, ce sera celle-là qui restera en place. Si elle a des bugs connus qui ne sont pas corrigés, ces bugs resteront exploitables. Si par contre, mais on peut espérer que s'il y a une communauté qui dit on veut garder cette version plutôt qu'une autre, il y a des développeurs qui émergent et qui se mettent à maintenir cette version-là. Et si les gens se disent la version en question a des bugs et on ne veut pas que ces bugs perdurent, mais on n'a pas de développeur et du coup, à choisir entre les deux, on préfère passer sur l'autre version, à ce moment-là, ils basculent sur l'autre version. En gros, ça reste la communauté qui choisit, mais elle choisit entre les options qu'elle a. Si elle n'a pas l'énergie de maintenir une autre version, c'est la version que des gens maintiennent qui est maintenue.